Bonjour, c'est Gwynala Ricordo et c'est une entrevue avec la chaîne YouTube À Gauche. 1312 raisons d'abolir la police, c'est quoi? Alors, 1312 raisons d'abolir la police, c'est un ensemble de textes que je coordonne autour de cette idée d'abolir la police. Et donc, c'est ancré dans ce qu'on peut appeler l'abolitionnisme, hein, le courant abolitionniste, qui est à la fois un champ de réflexion, mais aussi tout un mouvement, une longue histoire de lutte contre le système pénal. Et donc, lorsqu'on parle du système pénal, cela inclut, parmi les institutions que l'on désigne, l'institution de la police. Alors, c'est un livre qui est construit essentiellement autour de textes qui ont été écrits dans l'espace nord-américain. Alors, pour de multiples raisons, à commencer par le fait que je vis moi-même en Californie et que, du coup, je suis depuis quelques années euh, assez proche et j'ai la possibilité de suivre tout un tas de débats, de mouvements et en particulier tout ce qui s'est passé dans le sillage de Black Lives Matter et du meurtre de George Floyd. Et donc le livre a cette intention de rendre accessible aux lecteurs et lectrices francophones tout un champ de réflexion, un champ de débat, mais aussi d'essayer de poser de manière critique le bilan que l'on peut faire des mobilisations qui ont suivi le meurtre de George Floyd et notamment de la popularisation de certaines revendications, de certains mots d'ordre abolitionnistes. L'Amérique du Nord est-elle plus avancée que l'Europe sur les questions abolitionnistes? C'est toujours délicat de faire des comparaisons sur l'avancée des luttes parce que ça se compare pas simplement à la popularisation d'un slogan, mais aussi de quelle manière les analyses sont portées, de quelle est la stratégie derrière. Donc, j'aurais du mal à dire que il y a un espace qui est plus avancé qu'un autre. Par contre, ce qu'il est possible de faire, en tout cas à mon niveau, c'est de participer à la circulation des idées, des réflexions, et permettre aux militants, aux militantes de savoir ce qui se passe, qui s'est pensé ailleurs. Parce que on a besoin de ces échanges-là, de ces espaces-là. Les idées abolitionnistes ont-elles progressé dans la société civile? Ce que je peux dire de façon assez certaine, c'est que en France, il y a de plus en plus dans les mouvements féministes une réflexion sur le recours au système pénal. Et donc que ça, c'est sans doute un acquis de ces dernières années. Alors après, c'est un acquis extrêmement fragile parce que il y a toujours une inertie quand même extrêmement importante. Et là où je suis toujours extrêmement prudente, c'est que c'est une chose de se dire anticarcéral ou abolitionniste, puis c'est une autre chose que de défendre une telle ligne et que de s'opposer concrètement aux politiques pénales. Et que, par exemple, la question des femmes détenues, qui est, à mon sens, une question de base pour nous, féministes, en fait, quelle solidarité on a avec les femmes qui sont victimes du système pénal, quelle solidarité on a avec les femmes qui ont des proches incarcérés. Par exemple, ces questions-là sont des questions qui n'émergent quasiment pas. La question, c'est, à la fin, c'est la ligne politique et de quelle manière elle est défendue concrètement. Et pour l'instant, j'ai quand même du mal à voir des changements ces dernières années. Alors même si, les organisations, les mouvements qui avaient déjà ce genre de ligne, euh, euh, maintiennent cette ligne. À mon niveau, ce que je peux quand même observer, c'est que j'ai des lectrices et des lecteurs et que en termes de retour, j'ai quand même souvent affaire à des gens qui me disent que ça leur a ouvert les yeux, qu'ils n'avaient pas pensé à analyser le système pénal sous cet angle-là. Mais pour moi, il y a encore évidemment un immense travail à faire
quand on voit la gauche, d'une façon générale, et la pauvreté, pour pas dire pire, de ces réflexions en termes de classe et de race du système pénal. Qu'est-ce qui bloque le plus dans la société pour faire avancer les idées abolitionnistes? Alors, c'est sûr qu'en face, on a affaire à une propagande qui est énorme, hein, qui voilà, infuse toute la culture populaire. On peut penser au cinéma, on peut penser à la littérature pour les enfants, aux dessins animés. Évidemment, tous les médias sont remplis de cette idée que la police protège, hein, sans jamais poser la question de qui elle protège. Donc, il y a cette énorme propagande à laquelle on a affaire. Et puis, il y a plus largement, à mon sens, ce que l'abolitionniste canadienne Ruth Morris appelait la dépendance au pénal. Et ce sens commun aujourd'hui qu'on a besoin du système pénal. Et ce sens commun, on le voit très bien dans le discours même qu'ont beaucoup de victimes, de dire qu'elles ne pourront commencer leur deuil ou leur réparation que s'il y a une condamnation, que s'il y a un procès. Hein, et tout ça, évidemment, est un appauvrissement terrible, hein, d'un point de vue humain, collectif, de se dire que aujourd'hui, le sens commun fait passer la réparation, le deuil, par la punition d'autrui. Et donc, cette idée qu'il y aurait une forme d'équivalence entre la souffrance de l'un et la souffrance de l'autre. Donc, ce qu'on appelle de manière voilà, peut-être plus jargonnante, le caractère rétributif de la justice. Donc, cette idée qu'il faut une rétribution, que les victimes méritent la punition de l'auteur, de l'agresseur, etc. Et cette dépendance au système pénal est, à mon sens, la chose voilà, qui est la plus contraignante, qui empêche bien souvent d'imaginer autre chose. Alors, c'est d'autant plus triste de faire ce constat que, en fait, tous les jours, les gens règlent des préjudices, des torts, sans recourir au système pénal. Et que, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque les préjudices, les torts sont faits par des personnes qui nous sont proches, lorsqu'on tient au lien qui existe entre eux et nous, on est souvent beaucoup plus imaginatif que de simplement penser la punition. Hein, on sait bien que la punition, c'est quand même une réponse extrêmement simpliste, voilà, qui apporte assez peu de choses hein, en termes... voilà, si on y pense de manière morale, de manière collective, c'est quand même la réponse oui, la plus simpliste, la plus insatisfaisante que l'on peut avoir. Et en fait, si on est un petit peu plus exigeant, et en général on l'est avec les personnes qui nous sont chères, lorsqu'on tient au lien entre eux et nous, on se rend compte qu'on peut être beaucoup plus imaginatif que simplement la punition. Les idées abolitionnistes sont-elles liées à la lutte antipatriarcale et anticapitaliste? Alors, moi, j'ai toujours défendu très clairement une ligne abolitionniste. Alors, je suis évidemment pas la seule, hein, qui dit bien qu'il n'y a pas de lutte abolitionniste sans lutte antipatriarcale, lutte anticapitaliste, lutte décoloniale, lutte antivalidiste. Alors, c'est notamment important de parler de validisme, vu ces dernières années comment la gauche, en tout cas en France, a été particulièrement lamentable sur cette question-là et continue à l'être, hein, en ayant non seulement zéro réflexion sur la question collective de comment on se défend collectivement dans une situation d'épidémie, voire même en prenant des positions extrêmement réactionnaires comme la France insoumise, pour qui la seule ligne semble être celle de la réintégration des personnels soignants, hein, sans jamais se préoccuper de comment collectivement en fait on prend soin les uns des autres dans une situation épidémique. Bref, il y a évidemment pour nous abolitionnistes qui défendons cette ligne-là, comme je le redis clairement hein, dans la dernière partie de
1312 raisons d'abolir la police, il n'y a pas d'abolitionnisme qui ne soit pas un abolitionnisme révolutionnaire. Et du coup, très clairement, pour moi, il s'agit de dire que oui, on peut lutter contre le patriarcat en utilisant les outils du maître qui sont le système pénal, la police, la prison. Tout ça alors non seulement n'est pas efficace, ce n'est pas mon projet politique. Et évidemment, le livre revient là-dessus à partir de textes, notamment d'un collectif de personnes autochtones qui s'appelle Freelance Free Peoples, que on ne peut pas penser sérieusement la décolonisation sans penser l'abolition du système pénal, alors de la prison, de la police. Alors non seulement parce que d'un point de vue pragmatique, une lutte décoloniale dans le contexte nord-américain, s'il faut le rappeler, rappelons que toute l'Amérique du Nord est une colonie de peuplement. Donc s'opposer au projet colonial veut dire non seulement se confronter à la répression, qui est celle de la police, du système carcéral, et ça c'est une évidence pratique, mais c'est aussi bien dire clairement que la police et le système carcéral sont des outils de la colonisation. C'est aussi par eux que le projet colonial est mis en place et aujourd'hui perdure. Avant d'abolir la police, ne faut-il pas l'utiliser pour se débarrasser de la bourgeoisie ? Oui, il y a plusieurs réponses que l'on peut faire à ça, à commencer par le fait que lorsqu'on regarde l'histoire des idées des mouvements abolitionnistes, il y a eu des influences diverses de différents courants, moments de réflexion et d'avancée du marxisme. Et par exemple, si on prend l'un des abolitionnistes les plus célèbres, qui est Thomas Mathiesen, son livre « The Politics of Abolition », avec cette idée centrale qui est que l'abolition est par définition jamais terminée, unfinished, c'est le terme qu'il emploie en anglais. Bon, quand il explique quand même assez clairement, et c'est souvent assez mal connu, que cette réflexion-là, en fait, elle est directement inspirée du maoïsme, dans lequel, à l'époque, il s'inscrivait. Et en fait, si on regarde en fait toute l'histoire des réflexions, des stratégies, si on pense aux Black Panthers, il y avait aussi chez les Black Panthers une influence maoïste extrêmement réelle. Alors après, c'est vrai qu'en Europe occidentale, on a un abolitionnisme qui a été plutôt inspiré par et qui se construit dans les mouvements anarchistes, et donc un refus par définition du léninisme, mais ce sera à mon sens beaucoup trop simpliste en fait de dire cela de cette manière-là. Alors surtout que il y a dans les réflexions marxistes une réflexion sur le dépérissement du droit, de quelle manière en fait on peut imaginer le devenir du droit dans une société communiste. Je pense à un précurseur sur ces questions-là. Alors dans l'espace états-unien, Eugène Debs, il se positionne pour l'abolition de la prison, et on est au début du XXe siècle. Alors voilà, je dis ça parce que il faudrait pas voir l'abolitionnisme comme quelque chose de monolithique. En fait, l'abolitionnisme, il est traversé par des courants de pensée. Il y a des débats stratégiques, il y a même une diversité de propositions stratégiques au sein de ce qu'on peut appeler l'abolitionnisme. Par contre, ce qui me semble extrêmement important de dire, au-delà de la question stratégique qui serait finalement comment on fait la révolution et de quels outils on va se servir. Se dire abolitionniste, c'est dire clairement une perspective qui est celle du non-recours à la punition et de prise en charge collectivement des préjudices et des torts, sans recourir à cette médiation qui est celle de l'État pénal. Et c'est de dire clairement aussi qu'on ne peut pas considérer
la police, le système pénal comme des alliés dans les luttes progressistes. Et cette rupture-là, c'est une rupture qui est, à mon sens, importante à faire. Hein, à la fois en termes de quel est l'horizon que l'on se donne, mais aussi quels sont les moyens de la lutte. Et là, ça dit de simplement rompre avec l'idée qu'il ne peut pas y avoir un système pénal mis au service de l'émancipation collective. On voit très, très clairement que de dire ça, MeToo était quand même très largement basé sur un féminisme carcéral, un féminisme qui s'appuyait sur le système pénal, qui disait beaucoup faut parler, faut porter plainte. Et moi, ce qui me semble intéressant, si je peux avoir une forme d'optimisme aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de déçus de ces injonctions qui ont été faites aux victimes, à la fois de parler et de porter plainte. Et voilà, et alors c'est toujours malheureux que des personnes passent par ces déceptions, mais en même temps, c'est porteur, à mon sens, d'une réflexion sur, en fait, on vous a dit de parler, on vous a dit de porter plainte, et puis aujourd'hui, voilà, il y a encore de nombreuses formes d'insatisfaction. Et je pense que là-dessus, on peut construire, on peut travailler collectivement. Alors encore une fois, hein, c'est des processus qui sont douloureux. Ce qui, en tout cas, m'intéresse, c'est il y a maintenant, j'ai l'impression, des formes de prudence avec l'injonction à il faut parler, il faut porter plainte. Tu savais donc que l'approche MeToo n'était pas la bonne? Oui, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis abolitionniste, donc évidemment que moi, comme d'autres abolitionnistes, on avait évidemment cette grille de lecture. La libération de la parole, ce qu'a permis MeToo, à la fois individuellement et collectivement, c'est évidemment extrêmement important. Mais pour moi, et comme pour d'autres, il n'y avait aucune réjouissance à entendre marteler que les victimes devaient parler, donc créer une nouvelle injonction aux victimes, avec cette idée que la réparation d'aller mieux, ça passe forcément par la parole, alors à qui, comment, enfin, ces questions-là n'étaient pas forcément posées, et puis surtout l'injonction à porter plainte, qui évidemment d'un point de vue abolitionniste ne fait pas sens. Et alors il faut bien le dire, je le dis régulièrement et je m'excuse de me répéter, mais que il n'y a aucune forme de jugement des victimes qui portent plainte. Les victimes se défendent de la manière dont elles peuvent se défendre, et que ne pas porter plainte, c'est parfois aussi un privilège. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est d'un point de vue collectif, qu'il s'agit de créer d'autres ressources que simplement de renvoyer les victimes à une procédure judiciaire, et donc créer des attentes démesurées, puisque on le sait bien, le système pénal ne peut pas répondre aux besoins des victimes. Le système pénal, il n'est pas fait pour répondre aux besoins des victimes. Hein, il est fait pour beaucoup d'autres choses que cela. Le non-recours à la punition est-il possible dans une société? D'un point de vue abolitionniste, ce que l'on dit, c'est que déjà, notre perspective, c'est celle du non-recours à la punition. Et donc ça, c'est important. Mais avec quand même un point d'interrogation autour de l'usage de la coercition. C'est-à-dire qu'il y a chez des abolitionnistes certaines qui disent qu'il est tout à fait possible de se passer de toute forme de coercition. Il y a quand même beaucoup, en tout cas du côté de l'anthropologie, on voit beaucoup de réticence à cette idée-là. Hein. Il y a plutôt l'idée que on n'a pas d'exemple de société qui se passe totalement de forme de coercition. Mais du coup, il y a quand même cette direction-là qui est de dire le refus de la punition, la réduction à minimale du recours à la coercition. Et alors après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que si l'abolitionnisme s'inscrit dans une perspective révolutionnaire et pense
le renversement du capitalisme, c'est aussi parce que on sait très bien, en tout cas il faut le dire, que ce qu'on appelle aujourd'hui la délinquance, la criminalité, c'est à la fois des catégories du système capitaliste, mais c'est aussi le produit du capitalisme. C'est-à-dire que si on pense aux personnes qui sont enfermées aujourd'hui, les personnes qui sont criminalisées, hein, c'est pas n'importe qui. Il faut arrêter de dire que la prison, ça peut arriver à n'importe qui. Non, ça arrive à certaines populations extrêmement bien définies et qu'on peut dire que un système de production égalitaire entraînerait mécaniquement la disparition d'une bonne forme, en fait, une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la délinquance ou le crime. Selon toi, quelle serait l'alternative au capitalisme? Le communisme? L'anarchisme? Pour ce qui est de l'étiquette que je pourrais revendiquer, il est sûr que moi je m'inscris dans ce qu'on a appelé en France, ce qu'on peut appeler encore en France le mouvement de l'autonomie, et donc alors d'inspiration anarchiste, marxiste, mais donc cette idée, alors peut-être que ça appelle à une critique sur une forme de flou politique, mais en tout cas, l'idée qu'il est important de construire des luttes autonomes, de construire un pouvoir dans les luttes, hein, de se construire collectivement de manière autonome, de revendiquer cette autonomie des luttes, et puis construire un projet qui peut-être reste vague, ou en tout cas s'éclaircit à mesure que l'on avance, parce que, et ça on le sait bien, hein, chaque époque pose de nouvelles questions, et que, par exemple, si je prends le champ qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la lutte contre toutes les formes d'enfermement, la fin du recours à la punition, c'est sûr qu'aujourd'hui, les questions ne se posent pas de la même manière qu'elles se posaient il y a 50 ans ou un siècle. Et que, certes, les débats stratégiques se renouvellent sans jamais se renouveler radicalement. Mais en tout cas, l'aspiration que j'ai, c'est une aspiration qui est clairement révolutionnaire, qui donc rompt avec les approches réformistes, rompt avec l'illusion que il pourrait y avoir un capitalisme à visage humain, qu'il pourrait y avoir un colonialisme à visage humain, etc. Donc c'est que ce soit l'anticapitalisme, l'anti-impérialisme, le féminisme, c'est des étiquettes qui me vont bien. Mais c'est vrai que politiquement, je me reconnais plutôt plus largement donc dans ce que en France on appellerait l'autonomie, et donc une inspiration anarchiste, marxiste. Que penses-tu de l'intersectionnalité comme outil? Bon, alors l'outil de l'intersectionnalité, c'est une chose d'un point de vue de réflexion, d'analyse, de comment on réfléchit les rapports de domination et les liens qu'ils ont entre eux. Et puis après, il y a une traduction politique de comment certains courants du féminisme s'emparent de l'outil intersectionnalité. Et puis après, il y a aussi une autre dimension, c'est comment, en gros, les réactionnaires utilisent l'intersectionnalité. Donc le mot intersectionnalité, il y a toujours des précautions à prendre sur en fait, de quelle manière il est entendu selon les espaces et même les personnes avec qui on parle d'intersectionnalité, hein, et que c'est pas exactement la même façon dont il peut être entendu dans le champ académique, dans le champ politique. Qu'est-ce qu'on entend par féminisme intersectionnel? Alors, si c'est pour dire que, parce que c'est parfois comme ça que c'est entendu en France, si c'est pour dire qu'il n'y a pas un seul rapport de domination et ah bah oui, on est féministe, mais on ne parle pas simplement du patriarcat, mais on parle aussi d'autres rapports de domination. Oui, dans ces cas-là, il y a une forme d'évidence de ah oui, j'espère bien que les féministes sont intersectionnelles. Dire cela, à mon sens, c'est pas suffisant. Hein, et c'est vrai que alors c'est une chose, hein, dans le champ académique, la richesse des débats autour de quelle manière les différents rapports de domination sont consubstantiels, co-construits, de quelle manière ils fonctionnent ensemble. Alors tout ça est beaucoup plus vaste. Évidemment que ce qui
s'entend parfois par féminisme intersectionnel, qui est simplement de dire ah bah c'est des féministes qui luttent pas simplement contre le patriarcat. Évidemment que de mon point de vue, quand on parle du capitalisme, du racisme, du patriarcat, on parle de rapports de domination qui n'existent pas de manière séparée des uns des autres, mais qu'on a plutôt des effets de co-construction, hein, qu'on ne peut pas penser le racisme sans penser le capitalisme, qu'on ne peut pas penser le patriarcat sans penser le capitalisme, et que voilà, toute forme de lutte qui consisterait à entretenir l'illusion qu'on pourrait simplement détruire un de ces rapports de domination est à mon avis totalement illusoire et en fait est parfaitement, parfaitement compatible en fait avec les exigences du capitalisme qui consiste à nous faire croire qu'il pourrait y avoir voilà, un capitalisme qui profiterait à tout le monde.